rappeur canadien Drake, retenez son nom. Je ne sais pas combien il a vendu d'albums. Est-ce qu'il y en a ici qui... J'aurais dû prendre la stat, parce que c'est phénoménal. C'est déjà l'heure d'un quiz ? Non. Voilà. Ça, c'est un gars qui est là depuis 3 saisons, qui est habitué à ce que à n'importe quel moment, je lance des questions, comme par exemple, quelle est la deuxième passion de Lou Jean Monod après le biathlon et le sport? La raclette. Non. Les tatouages? Oui, ouais. De toute façon, on a notre Eva national biathlon qui nous vient des Alpes, qui va en parler des Alpes d'ailleurs dans un instant, puisque tu vois, Quelle transition! Les transitions se font naturellement ici. Rien n'est scripté, si vous saviez à quel point rien n'est fait correctement. Petit jingle, Eva? Allez, c'est parti. Pour tes news. Ici, pas d'infox, que des infos, les news du Campus Sport Club. C'est parti. Allez, on commence ces news avec l'actualité de la semaine, peut-être de l'année. Je suis un peu chauvine. On a appris mercredi que le CIO rentrait en dialogue ciblé avec les Alpes françaises pour accueillir les Jeux 2030 aux dépens des candidatures suédoises et suisses, ce qui signifie que les Alpes françaises accueilleront, sauf cataclysme, les JO d'hiver pour la 4e fois de leur histoire, 28 ans après les Jeux d'Albertville. Ce qui a convaincu le CIO, c'est cette candidature non pas d'une ville, comme on l'a vu avec Chamonix en 1924, Grenoble en 1968 ou Albertville en 1992, mais de tout un massif réunissant la région Auvergne-Rhône-Alpes et la province Alpes-Côte d'Azur. En s'appuyant sur ces 3 précédentes éditions qui seront les villes hôtes, la candidature s'appuie sur 95% de sites existants, avec le Grand Bornand pour le biathlon, le bobsleigh à La Plagne ou encore le ski alpin à Méribel. Toutes les infrastructures ont déjà accueilli des compétitions internationales. Et c'est ça précisément qui a convaincu le CIO, des JO verts avec un budget maîtrisé d'1,5 milliard d'euros. Alors, l'équipe, on est content que la France fasse un peu ce doublé un peu historique, Jeux Paris 2024, Jeux 2030 d'hiver. Faut dire que sinon ça remonte à très longtemps. C'est vrai. 92, t'as dit, c'est ça? 92, ouais, 28 ans exactement. Déjà, 92, c'est dire, mon père avait mon âge et portait la flamme olympique. Donc maintenant que je vois mon père, j'ai oui. Et on l'embrasse. Voilà, le doyen dans tout son art. Les Alpes françaises, il y a peut-être juste une question forcément d'ici 2030. On parle aussi de conditions climatiques. Question forcément de la neige, comme tout bon jeu d'hiver, j'ai envie de dire. Gaëtan, toi, t'as un avis mon avis, c'est positif ou sceptique, hein, ils ont beau dire que ça va le faire, même par rapport au budget premièrement, ou par rapport à l'écologie. Même aujourd'hui, quand on regarde par exemple la descente de Reichenbach, je sais pas si tu as vu, tu vas en parler rapidement. Septembre, la descente de Reichenbach, ou non, c'était plus en octobre, fin octobre, elle a été en quelque sorte annulée pour des chutes de neige. Et il se trouve qu'ils l'avaient en fait retapé. Donc en fait, le fait qu'il y ait cette descente-là, ça a en gros participé en gros à la disparition de beaucoup de tas de neige dessus. Donc en fait, ça montre qu'il y a certains problèmes même à haute altitude en fait. Je sais combien de mètres d'altitude, 3000 mètres, je crois, Reichenbach, quelque chose comme ça. Donc déjà là-bas, c'est un problème. Alors dans les Alpes françaises, Grand Bornand, quoi, on y pense. Le Grand Bornand avait déjà fait l'année dernière, on se rappelle, ils avaient amené des cargaisons de neige. La Grand Bornand, c'est à 1000 mètres d'altitude. C'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais le rapport, quand même, se base sur des enquêtes scientifiques fiables qui montrent qu'il y aura de la neige jusqu'en 2050 dans les Alpes françaises. Donc, c'est aussi ça qui a pesé sur la candidature française face aux Suédois et aux Suisses. Et puis peut-être un mot quand même sur, forcément, on espère que ces Jeux de Paris transcendent le panel sportif français. On sait qu'en sport d'hiver, on se débrouille aussi très bien. On parle biathlon, évidemment, c'est un peu le sport vedette pour nous, mais même en sport de glace, on se débrouille bien. Alors après, si je dis pas de conneries, il me semble que la candidature de la France pour 2030 devrait être validée avant les Jeux Olympiques de 2024, avant les Jeux de Paris 2024. Ce qui est une bonne chose, parce qu'on va se rendre compte, et le CIO va se rendre compte du demi-fiasco que pourraient être les Jeux de Paris 2024 en termes d'organisation, dans une grande ville qui est Paris, et pas dans le fin fond des Alpes françaises, qui en termes d'infrastructure, etc., sont au jour d'aujourd'hui un fiasco total. Donc c'est pas plus mal que la candidature soit validée avant les Jeux 2024, parce que ça porterait la France
au moins au moment de la candidature. Après, je pense que le nuage d'enthousiasme s'estompera. Et peut-être à l'inverse, du coup, avoir la nouvelle juste avant les JO, que les JO peut-être ne se passent pas bien du tout. Ensuite, de tout de suite pointer du doigt du coup ces nouveaux jeux organisés sur le sol français. Mais bon, on va quand même rester positif d'ici là, et rien n'est fait, a priori. Et on aura la réponse, comme tu disais, avant les Jeux de Paris 2024. On reste dans les sports d'hiver avec le début catastrophique de la saison de ski alpin masculine. Avant ce week-end, sur les 4 courses programmées, une seule avait pu avoir lieu. Et les 2 descentes et le Super G de Beaver Creek dans le Colorado ce week-end n'ont pas échappé à la règle. Les chutes de neige et rafales de vent ne garantissaient pas la sécurité des skieurs. Après l'image polémique de la pelleteuse qui a détruit le glacier de Théodule par manque de neige pour accueillir la Coupe du Monde à Zermatt-Zervinia, et là les conditions climatiques qui empêchent la tenue des épreuves, est-ce que on devrait repenser ce calendrier de ski alpin qui, comme tu le disais Gaëtan, débute fin octobre, voilà. Oula, c'est toujours des questions compliquées parce que je ne sais même pas comment est élaboré le calendrier, s'il n'y a pas des villes qui imposent ou qui insistent aussi pour avoir certains créneaux, certaines dates pour ce qui est du public. Mais là, je pense que c'est pas forcément selon des pays, c'est un peu à l'échelle internationale où ça relève quand même presque, tu parlais de fin octobre, que ça commence à devenir tôt fin octobre. Déjà. En fait, ça dépend des températures. Ouais. En pleine question du dérèglement climatique, je veux dire, prochainement, ça sera fin août, quoi. Ouais. Ça va se décaler d'année en année, donc ça, c'est la question des scientifiques. Moi, je veux dire, est-ce que je suis légitime pour recaler le calendrier? Je pense pas. Non, mais il est clair qu'il y a un sérieux problème. Non, mais on pense par exemple au biathlon qui commence fin novembre. Il y a déjà moins de polémiques. Est-ce que justement on pourrait pas... Je pense que le premier pas à faire, c'est de se calibrer un peu plus sur l'hiver qui démarre forcément de plus en plus tard. On l'a bien vu. Après, c'est l'hiver partout à un moment donné dans le monde. Hein. Oui. C'est l'avantage d'avoir 2 hémisphères. Oui. Non, mais vraiment, mais pour le coup, pour moi, il y a 2 problématiques qui se confrontent. D'un côté le climat et les conditions, et de l'autre côté les athlètes qui veulent avoir une saison un peu plus longue pour avoir un peu le temps de se reposer, avoir des courses un peu moins rapprochées. Et c'est une problématique qui est importante pour eux, sachant qu'ils ont la Coupe du Monde d'abord, et puis après il y a le championnat aussi avec lequel il faut enchaîner et qui est compliqué aussi à faire. Donc c'est juste avant la fin de saison les championnats du monde comme en biathlon qui se glissent comme exactement. Ça, donc est-ce que voilà, il y a les 2 problématiques que les instances doivent essayer de gérer ensemble. Et je me mets à leur place, ça doit pas être évident. En tout cas, ça fait plus beaucoup de descentes pour Alexis Pinturo, tout ça. Effectivement. Lui qui essaye qui essayera cette saison de gagner de devenir un des seuls à avoir de gagner dans les 4 disciplines. Donc ça va être. On va suivre ça avec attention. Peut-être en Italie dans 2 semaines, dans 10 jours. Ouais. Ou à Val d'Isère, il n'y aura pas de descente. Justement, ma transition avec Val d'Isère. Les skieurs se retrouveront ce week-end à Val d'Isère. Au programme, un géant et un slalom. Donc on espère Alexis Pinturo sera sur le géant et Clément Noël sur le slalom pour commencer bien la saison. Allez, on continue CNews avec une actualité qui va réjouir un chroniqueur autour de cette table qui s'appelle Maxime Paulin, avec le retour annoncé de Rafael Nadal pour le tournoi ATP 250 de Brisbane en Australie du 31 décembre au 7 janvier. Un retour qui fait forcément parler puisque l'Espagnol, désormais 663e mondial, n'a pas joué depuis le 18 janvier, sa défaite au 2e tour de l'Open d'Australie face à l'Américain McDonald's. Un comeback où il tentera d'aller décrocher un 15e Roland Garros et une médaille au JO sur la terre battue parisienne, en simple ou en double, puisqu'il se murmure une possible paire avec un certain Carlos Alcaraz. Vous y croyez, vous, au retour de Rafael Nadal? On y croit, oui, parce qu'il va arriver. Faut que je sois. Ouais, mais faut que je sois. Un retour en forme. Oui, voilà. C'est le retour, il va arriver, et le retour en forme, j'ai envie d'y croire, mais on sait que physiquement, c'est tellement compliqué. Ses problèmes physiques, c'est depuis toute sa carrière. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il sera à l'Open d'Australie parce qu'il y a son classement protégé. De toute façon, il aurait été en wildcard quoi qu'il arrive. En 2024, ça ne servira à rien de regarder le classement mondial de Rafael Nadal. C'est bien le seul des 2000 potentiels athlètes professionnels qui sera béni
Mais voilà. Tapis rouge. Lui, il se pose pas de questions. D'ailleurs, s'il gagne, ça pourrait être marrant de voir s'il n'y a pas eu un aussi mauvais classé qui a déjà gagné un tournoi du Grand Chelem dans l'histoire du tennis. Il faudrait remonter, trouver la stat, effectivement. Ouais, mais ouais, en tout cas, faudra suivre ça. Moi, je vais suivre très attentivement ce tournoi que je ne suis pas du tout de base. Mais je pense que c'est le mieux, et la paire avec Alcaraz, je pense que ça peut vraiment faire quelque chose de pas trop mal sur les JO. Je pense pas qu'ils se présenteront ensemble à Roland Garros. Je pense que Nadal essaiera de se concentrer, lui de son côté, sur un Roland Garros solo, et Carlos aussi beaucoup sur revenir en forme après sa déconvenue l'année dernière. Mais ouais, des JO en double Alcaraz-Nadal, ça peut vraiment être spectaculaire, avec une paire serbe en face. J'ai vu que Djoko jouait pas mal avec Medjedovic ou Kekmanovic. C'était Kekmanovic avec qui il jouait pendant la Coupe Davis. Donc ouais, une finale Djoko Kekmanovic, Alcaraz, Nadal, ça pourrait être ouf. Avec l'ATP Cup aussi qui démarre là, sur fin décembre, janvier, où on aura peut-être des doubles qui se dessineront, en tout cas, ou des tentatives en lien avec la Coupe entre nations. Un autre retour fracassant, mais pas d'un sportif, mais bien de la ville de Lille, puisqu'après 1960 et 1994, c'est la capitale du Nord qui accueillera le grand départ 2025 du Tour de France. Jeudi ont été révélées les 3 premières étapes de cette édition 2023, avec une première étape 100% lilloise promis pour les sprinteurs, avec une arrivée au pied de la citadelle. La seconde, entre Lauvin-Planck et Boulogne-sur-Mer, sera une étape d'usure de 209 km, promis pour les baroudeurs, avec 3 côtes en fin de parcours. Enfin, on terminera la dernière étape 100% nordiste entre Valenciennes et Dunkerque, où il faudra faire attention aux bordures. Alors, vous êtes content, vous, de ces 3 premières étapes annoncées, malgré l'absence des pavés, quand même, où on pouvait espérer une belle explication entre cadors, comme ça avait été le cas il y a 2 ans au Tour. Déjà, la première question, c'est est-ce qu'on sera encore là en 2025 dans le coin ? Mais je pense que seul l'avenir nous le dira. Non, Eva sera déjà au Grand Bornand. Elle sera déjà en train de préparer les pistes pour 2030. Ça sera en fin d'année. La Coupe du Monde au Grand Bornand revient dès 2025. Elle accueillera la Coupe du Monde au Grand Bornand, ouais. Donc peut-être que j'y serai effectivement, mais pas en été. Non, quand même. Sinon, il y a un truc. Alors, sinon, le dérèglement climatique aurait été vraiment chaud. Là, Gaëtan, il va vraiment s'énerver là quand même. L'histoire de neige. Non, 3 étapes, donc fort sympathique, juste pas de pavé comme tu dis. Pas grand chose à redire pour l'instant là-dessus. On va surtout voir comment est ce Tour de France 2024 avant de se pencher sur 2025. Le seul truc qui est intéressant dans le Nord, en l'occurrence, c'est les pavés. Ils disent 3 côtes pour la deuxième étape. C'est des côtes dans le Nord, quoi. C'est bon, arrêtez avec vos montées là, aux petites collines. Il y a pas de 400 mètres de dénivelé. C'est pas. Enfin, ça fera pas peur. Après 200 km de route, oui, ça peut faire mal, mais. En l'occurrence, je crois qu'il y a 2500 mètres de dénivelé sur l'ensemble de l'étape. Sur l'ensemble ? Ouais. C'est une étape vraiment. Ouais, c'est pas énorme. Hein. Mais après 200 km, oui, effectivement, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais... Ça ressemble un peu à une classique, mais c'est vrai que sans pavé, ça. Aux spectateurs, quand tu leur vends du dénivelé dans le nord de la France. Oui. Ouais, bon, ça fait pas venir beaucoup de monde. Quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. On a vu Cassel, les championnats de France en juin dernier, qui était quand même assez sympathique, mais tu vas pas proposer une boucle pendant une étape, donc ça n'a pas du tout le même effet. Une petite dernière, Eva ? Oui, une petite dernière, on ne retiendra pas la première défaite de Nice face à Nantes ce dimanche à la Beaujoire, mais ce drame. Avant la rencontre, un ultra-nantais membre de la Brigade Loire a été poignardé par un chauffeur VTC qui transportait des supporters niçois. Une mort qui fait froid dans le dos après les incidents qui ont eu lieu, notamment lors de l'Olympico qui aura lieu demain, et relance le débat sur l'encadrement des supporters. Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, soutenue par Vincent Labrune, président de la LFP, Ligue de football professionnel, sont pour l'interdiction des déplacements des supporters lors d'un match, lorsqu'un match est placé à haut risque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est une bonne situation, une bonne solution ? Autre truc à dire, à part que, je veux dire, c'est tellement une succession. J'espère que c'est la goutte de trop. Je pensais avoir vu déjà beaucoup quand on avait fait l'émission par rapport à Fabio Grosso et ce qui s'était passé à Marseille. Là, c'est encore des débordements, et là, pire qu'un débordement, enfin, je veux dire, c'est un décès, on va aller jusqu'où, en fait, au niveau du hooliganisme. J'ai l'impression d'être dans les pays de l'Est. Après, pour revenir, on parle de hooliganisme, mais le hooliganisme, de base, c'est les Anglais et tout ça, et les Anglais, il y a, mis à part dans des catastrophes, depuis très longtemps, on n'a pas eu de décès ou d'agressions énormes.
en Angleterre ou dans les championnats britanniques. Moi, je me pose la question. Parce que les mesures ont été prises. Je pose la question est-ce qu'en France, les bonnes mesures sont appliquées? La réponse est très logiquement aujourd'hui et très visiblement non. Puisque on l'a vu à Marseille, d'accord, il y a eu des mises en place autour du bus, mais comment on peut faire quand il y a autant de supporters et si peu d'effectifs de police et de protection autour d'un bus aussi important? Voilà, c'est la question que je me pose. Voilà, c'est tout. Écoute, on espère d'ici déjà la fin de l'année pas avoir de drame, puis même pour 2024, éviter ça, surtout avec les Jeux de Paris qui approchent. On adore revenir là-dessus. Merci Eva pour ces news.